Bonjour à tous, à toutes. Merci d'être venus aussi nombreux. Comme soit vous le savez d'avance, soit je vais vous le dire, mais on va parler de sécurité sur HTTP et plus particulièrement de features qu'on va pouvoir activer et désactiver sur les navigateurs. Alors commençons par les us et coutumes. Je me présente, je m'appelle Romain Neutron. Je travaille chez Blackfire. Il y a des gens qui font du PHP ici ? Oui, il y en a quand même beaucoup. Donc Blackfire, c'est un outil qui permet de faire des profils d'applications pour les applications PHP. Je travaille là-bas. J'aime l'alpinisme, comme on peut le voir. J'aime la montagne. J'aime les saucisses. Certains fabriquent leur bière. Moi, je fabrique mes saucisses. Et voilà. Je vais rentrer dans le vif du sujet. C'est pas une page de publicité. Je vais vous introduire ce pourquoi j'en suis arrivé là, en vous parlant de Blackfire. Donc, comme je vous le disais, c'est un outil qui permet de faire des profils d'applications, donc collecter des données. Qu'est-ce qui se passe quand j'affiche une page web? Quelles sont les fonctions qui sont appelées? Quelle fonction appelle laquelle? Combien de fois? Pour quel coût CPU? Quelle allocation mémoire? Et à la fin, nous, on récolte des données et on les présente dans un navigateur web et on obtient ce genre de graphe. Pour ceux qui font du Symfony, donc c'est un graphe d'appel, donc c'est l'event dispatcher qui appelle des fonctions, des listeners. L'idée, c'est que le développeur puisse comprendre ce qui se passe dans son application, parce qu'on ne sait pas forcément, quand on utilise plein de briques logicielles, savoir exactement ce qui se passe. Alors pour collecter ces données, ce qu'on s'est dit, ce serait rendre l'expérience utilisateur assez chouette, et plug and play, comme on disait dans les années 90. L'idée, c'était via un navigateur, donc là on voit une page web, rajouter une petite extension au navigateur qu'on voit en haut à droite. L'idée, c'est que l'utilisateur puisse cliquer sur le bouton profil. On a installé côté serveur une extension sur le runtime PHP. On collecte des données et on les agrège, on les envoie au serveur. Tout ça, c'est processé. Et puis, on a un petit lien pour pouvoir visualiser nos données. Donc, quand je clique sur profil, sur le bouton rouge, j'ai une petite barre qui s'incruste dans le navigateur et qui progresse. Donc l'utilisateur, pour savoir que ça fonctionne, s'il n'a pas les accès, parce qu'il y a un peu de cryptographie pour valider, c'est-à-dire que là j'avais les accès pour pouvoir profiler ce site web, si vous essayez, vous, avec vos identifiants, vous ne réussiriez pas. Donc il y avait un mécanisme de error handling. Quand j'ai développé cette extension, je me suis dit, je vais tester mon error handling parce que c'est quand même super important. Donc comme je travaille sur GitHub toute la journée, je suis allé sur GitHub et j'ai essayé de profiler GitHub. Et mon mécanisme de error handling, il n'a pas du tout fonctionné. J'ai obtenu ça. En fait, il ne se passait rien. Et dans ma console, j'avais cette petite erreur qui était assez cryptique, que je ne comprenais pas. Donc c'était la fin de mon monde. Parce que tout se passait bien. J'avais développé mon extension. Je n'avais jamais fait d'extension Chrome. En 2-3 jours, j'avais fait ce qu'il fallait. Mais c'était la fin de mon monde. Et c'était un peu la fin de son monde pour les plus jeunes. La station Mir, l'an 2000, c'était la fin de son monde quand en fait c'est pas du tout arrivé. J'arrête les digressions, je repasse à mon erreur. Donc si on lit ce message d'erreur, ça nous parle d'une directive qui est violée et qui parle de Content Security Policy. Donc j'ai cherché un peu, je suis arrivé sur le site OWASP, pour ceux qui connaissent, OWASP, qui me parlait de headers de sécurité pour les applications web. Donc j'ai regardé les headers de GitHub et j'ai vu effectivement que GitHub, lors des réponses HTTP, fournissait divers headers de sécurité. Content Security Policy, XXSS Protection, XContent Type Option, XFrame Option aussi. Et voilà. Donc ça c'est une requête curl moins grand I, qui fait une requête head. C'est comme une requête get, sauf que ça donne que les headers. C'est pratique. Je suis allé voir chez Google. Google aussi utilisait certains de ces headers. Je suis allé sur Dropbox, ils utilisaient ces headers, sur Facebook, ainsi de suite. Et pour revenir sur l'expression, parce que c'était la fin de mon monde à moi aussi, donc je découvrais tout un pan de HTTP que je pensais connaître. J'avais lu la RFC, je pensais que HTTP, je le maîtrisais sur le bout des doigts. En fait, pas du tout. J'étais passé à côté de certaines choses, qui ne sont pas dans la RFC, bien sûr, mais qui sont des outils qui avaient l'air d'être largement diffusés. Donc comme je vous le disais, j'ai eu pas mal d'informations sur ces headers via le site OWASP.
Et on va voir ensemble aujourd'hui l'ensemble de ces headers que je vais balayer. Les 3 premiers sont assez simples à comprendre, assez faciles à mettre en œuvre. Ça peut se mettre en 2 secondes et demie sur votre n'importe quelle application, n'importe quel site web. On verra ce que c'est que la Street Transport Security. Ça prend un peu plus de temps et on passera beaucoup de temps sur les Content Security Policy, qui est mon problème, le problème qui m'a mené à la fin du monde dans mon exemple d'introduction. Alors, premier header qu'on va voir, le XSS Protection. Je ne sais pas si vous devez sûrement connaître ce que c'est qu'une faille XSS. Généralement, on connaît ça via des formulaires. On a un formulaire, on permet à l'utilisateur de mettre son nom, son prénom, et sur sa page de profil, on affiche ce que l'utilisateur a rempli. Si l'utilisateur met du HTML, théoriquement, on escape le HTML et on le rend correctement. Si on ne le fait pas, le HTML est rendu. Et si c'est une balise de script, le script est exécuté. Et là, il y a une faille. Donc généralement, ça c'est ce qu'on appelle des XSS de stockage, les storage XSS, parce qu'elles sont stockées dans la base de données. Mais il y a aussi, ce qu'on connaît moins, c'est les XSS réfléchis. Les XSS réfléchis, ça fonctionne de la même manière, c'est-à-dire qu'un utilisateur va pouvoir injecter un contenu arbitraire dans la page web, mais par un paramètre de query dans l'URL. C'est ce qui est arrivé à Christine Boutin il y a quelques années. Elle avait son site Votez Christine Boutin, et l'image de fond était une image dont l'URL était fournie directement dans la barre d'adresse. Ce qui fait que pour des plaisantins, comme vous et moi, on pouvait mettre une image de petit lapin, l'envoyer à un collègue, et regarde le site de Christine Boutin, ils ont mis des lapins, hop, effectivement, il y a des lapins. Vous pouviez customiser et faire des choses un peu plus graveleuses. Et donc, les navigateurs fournissent un moyen de se prémunir de ça. Alors, comme vous pouvez le deviner, c'est assez heuristique, c'est-à-dire qu'ils regardent les paramètres qu'il y a dans l'URL, dans la query string, comparent à ce qu'on voit dans le DOM, et en fonction disent « Ah, là, s'il y a un paramètre qui n'est pas escapé, on bloque ». Donc ça s'utilise ainsi. Je vous ai mis tout en bas la déclaration du header. XSS protection, on met 0, on déverrouille. 1, on active le mode. Et si derrière, vous mettez l'option mode block, la page web ne sera pas du tout rendue. C'est-à-dire que ce ne sera pas restreint juste aux paramètres non escapés, mais la page web ne sera pas du tout rendue. Vous aurez un message d'erreur du navigateur. C'est été introduit par Microsoft dans IE8 et repris par Chrome. Il me semble aussi que c'est pris en charge par Firefox. Et voilà, c'est un petit header qui ne mange pas de pain et qui peut toujours nous aider, parce que quand bien même on fait très attention à ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on escape tous nos contenus qui viennent de nos formulaires, on fait bien attention dans nos rendus, via du Twig, du Smarty ou n'importe quel moteur de templating. Pour autant, l'erreur peut arriver, et quand elle arrive, généralement, peu de gens repassent dessus. Donc, petit header facile, on continue. XContentType option. Alors, si vous connaissez un peu comment fonctionne HTTP, quand vous avez une réponse HTTP, vous fournissez par exemple un contenu HTML, une page web, vous pouvez avoir un header, enfin vous devez normalement avoir un header qui définit ce que vous envoyez. Généralement, pour du HTML, content type, texte HTML, avec éventuellement l'encoding UTF-8. En fait, ce header, il est bien, enfin il fait son rôle, mais les navigateurs généralement ne l'utilisent pas. Généralement, les navigateurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent à lire le début du contenu de la réponse, ils bufferisent, et ils vont faire une heuristique de type meme magic, celle qui permet de détecter le type d'un fichier. Donc s'il voit du contenu binaire, il va regarder s'il y a une en-tête JPEG, s'il y a une en-tête PNG. S'il voit du texte, il va regarder, tiens, ce ne serait pas du HTML, est-ce que c'est du JSON? Et si ça match, s'il trouve quelque chose, il va complètement oublier ce que vous avez spécifié et il va utiliser ce que lui a détecté. C'est ce qu'on appelle le content type sniffing. Alors ça peut être assez dramatique, puisque vous pouvez envoyer par exemple un contenu web HTML, un contenu HTML en lui disant c'est du texte plein, et vous vous attendez à ce que le navigateur affiche le contenu HTML sans l'interpréter. Et le problème, c'est que
si c'est par exemple un contenu fourni par un utilisateur lambda et qui se met à s'exécuter, alors n'importe quel utilisateur peut faire exécuter du code sur une machine cliente. C'est particulièrement problématique, et pour ça, il y a un header qui s'appelle XContentTypeOption NoSniff, qui est pris en charge depuis Internet Explorer super loin par Chrome, Firefox, Safari, et qui permet de désactiver ce feature. En plus de ça, il y a une micro-optimisation, je pense, de moins d'une milliseconde, mais qui n'est pas négligeable, puisque le navigateur n'a pas à faire cette opération supplémentaire. Troisième header, qui ne mange pas de pain, qui est facile, XFrameOption. XFrameOption, ça va vous permettre de définir sur quelle URL votre application, votre site web peut être framé. Qu'est-ce que ça veut dire framer? C'est intégré en tant que frame ou iframe. C'est assez intéressant parce que imaginez que vous travaillez sur une web application d'une banque, par exemple. Vous travaillez chez Facebook, hop, et vous ne maîtrisez pas ça. Moi, je suis turlututu.com, je suis un hacker, et ce que je fais, c'est que je mets une iframe en grand sur mon site, je charge Facebook dedans, et je dis à des utilisateurs, hey, va regarder le contenu sur Facebook. La personne arrive sur turlututu.com, reconnaît Facebook, mais ne se rend pas compte que c'est une iframe, met ses identifiants. Et moi, par le DOM qui englobe l'application Facebook, je vais pouvoir capturer tout ce qui se passe, à savoir non seulement ses identifiants mot de passe, mais tout ce que la personne fait. Ça, c'est assez critique, et on n'a pas envie de ça généralement. Généralement, on n'a pas envie d'être framé. On peut vouloir l'être, et c'est prévu par ce header. Donc il y a trois options, soit deny, soit same origin. Same origin, c'est autoriser le même domaine que le domaine qui fournit le contenu. Donc par exemple, si j'ai mon site, c'est facebook.com, je peux dire j'autorise à être framé sur facebook.com. Donc Facebook pourra intégrer des iframes qui a le contenu. Mais je peux aussi dire j'autorise à être inclus dans une frame depuis cette URL. Ce qui est très pratique puisque si c'est une de votre architecture est la suivante, d'intégrer du contenu en frame, vous pouvez le faire. Bien sûr, vous pouvez aussi choisir d'avoir du contenu qui s'affiche qu'en frame, par exemple parce que vous faites des publicités, des bannières de pub. Et alors là, ça n'a aucun intérêt puisque vous voulez pouvoir être embêté partout. Le XFrameOption, c'est disponible partout. Pour les précédents headers, je n'ai pas fourni de tableau de couverture parce qu'il n'y en a pas. Enfin, je n'ai pas trouvé de ressources. Ça, c'est les ressources fournies par Canaiuse. Je ne sais pas si vous connaissez ce site. Canaiuse, c'est A-N-I-U-S-E, canaiuse.com, qui donne la couverture pour des features sur l'ensemble des navigateurs. Donc on voit que ça, c'est super bien couvert. Donc pour ces trois premiers headers, on est content parce qu'une configuration Nginx comme celle-ci, par exemple, convient à la plupart des setups et va vous enlever une belle épine du pied. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais attention, il faut que le navigateur supporte le header pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que, comme souvent en sécurité, on ferme des portes. Ce n'est pas parce qu'on a fermé quelques portes que toutes les portes sont fermées. Donc, mais ce n'est pas pour autant que ça ne sert à rien. Donc, faut prendre ce qu'il y a de bon à prendre, utiliser ça, et ne pas oublier qu'il y a quand même des utilisateurs qui vont avoir du IE6 et qui ne traiteront pas du tout ce genre de header. Comme on a déjà vu 3 headers et qu'on est content, on est content. Et on va passer à la suite avec le Strict Transport Security. Alors le Strict Transport Security, c'est une RFC, et ça doit même être une recommandation W3C, et ça concerne HTTPS. Vous connaissez peut-être cette feature sous le nom de HSTS, HTTP Strict Transport Security, et ça va permettre d'indiquer au navigateur qu'un site web ne s'affiche qu'en HTTPS. L'idée, c'est de prévenir notamment des protocoles downgrade attaques. Ce sont des attaques qui sont effectuées, qui ont été dans le passé effectuées pas mal par des gouvernements ou des fournisseurs d'accès Internet en lien avec des gouvernements. On peut se souvenir de ce genre d'attaque, par exemple, pendant le printemps arabe en Tunisie, et où les utilisateurs demandaient Google, par exemple. Le fournisseur d'accès qui était de mèche avec le gouvernement avait beau recevoir un HTTPS google.com, redirigé vers la version HTTP. L'utilisateur ne se doutait de rien, il a demandé HTTPS, on lui donnait du HTTP, ça ressemblait. Mais en fait, ce n'était pas vraiment Google. Et
les personnes s'authentifiaient sur leur Gmail. Par un tour de passe-passe, on les authentifiait sur le service Gmail, mais on avait fait un man in the middle. Entre les deux, on avait capturé les identifiants, les mots de passe, et on pouvait les exploiter à l'encontre de ces personnes. C'est supporté par pas mal de navigateurs. Et comment ça fonctionne ? Eh bien justement, ça fonctionne par un header. Donc vous allez me dire, c'est bien beau, mais mon navigateur, avant que je me connecte au site web, il ne connaît pas le header puisqu'il ne s'est pas connecté dessus. Effectivement, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que la première fois que votre navigateur va se connecter à votre site web, vous allez lui dire « J'utilise Strict Transport Security et souviens-toi-en pour 1 an ». La prochaine fois que le navigateur va faire une requête sur ce domaine-là, il va complètement exclure la possibilité d'utiliser HTTP. C'est-à-dire que la première fois, par exemple, vous pouvez faire une redirection du port 80 vers le port 443 au niveau du serveur pour redire tout le trafic est redirigé vers HTTPS. Là, le navigateur ne passera même pas par le port 80. Il se dira « Ah, HSTS, j'y vais directement sur le 443 ». Un autre avantage de ce header, c'est que si jamais le certificat SSL pour la terminaison HTTPS n'est pas signé par une autorité de certification. Vous savez que les certificats, vous pouvez soit en fabriquer vous-même, et vous n'avez pas un petit cadenas vert, vous avez un cadenas qui vous dit « attention ». Et soit vous avez signé par une autorité de certification, comme Let's Encrypt, et là, vous avez le cadenas vert. Donc si jamais, par exemple, vous avez activé HSTS, le Strict Transport Security, sur votre site web, et que quelqu'un essaye d'en prendre le contrôle, fait un faux site avec un certificat autosigné, alors le navigateur va refuser de s'y connecter. Ça, on peut voir des biais là-dessus sur certains réseaux Wi-Fi. Il y a certains réseaux Wi-Fi, quand vous vous connectez, ça vous demande de vous identifier. Enfin, c'est un Wi-Fi libre. Ça vous demande de vous identifier. Donc, vous demandez google.com et ça vous redirige vers mywifi.com. Identifiez-vous et après, vous pouvez naviguer. Le problème avec ce genre d'authentification, c'est que là, ça ne va pas marcher, puisque le navigateur va se souvenir « Ah, on demande google.com et c'est un autre site qui est desservi par le routeur Wi-Fi. Et vous ne pourrez pas vous connecter. » J'ai vu ça la semaine dernière au forum PHP, où je présentais aussi ces headers, et c'était vraiment un peu embêtant, parce que la plupart des sites maintenant fournissent du HSTS. Alors, donc on a vu à quoi ça servait, comment ça fonctionnait, mais c'est un peu léger, parce que la première fois qu'on se connecte à un site web, si le site web est piraté à ce moment-là, ça veut dire que tout ça tombe à l'eau. On va voir ensemble comment on peut informer le navigateur. Juste avant, au niveau de la couverture des navigateurs, vous voyez que la plupart des navigateurs le prennent en charge, sauf Opera Mini et les vieilles versions d'Internet Explorer. Et comme je vous le disais, vous pouvez enregistrer votre site web sur une application fournie par le projet Chromium. Donc les développeurs qui travaillent sur Chromium, c'est la version open source et libre de Chrome, ont une application qui s'appelle hstspreload.appspot.com et qui vous permet de dire « mon site web est en HSTS ». Vous allez sur ce site, vous avez déployé votre site web avec le bon header. L'application va aller crawler votre site web, vérifier qu'il y a bien le header, et l'ajouter à une base de données. Cette base de données est ensuite distribuée au niveau des vendeurs de navigateurs, Firefox, Chrome, Safari, Edge, j'imagine. Et du coup, quand un utilisateur met à jour son navigateur, il bénéficie d'une base de données pré-remplie qui lui dit quels sont les sites qui nécessitent HSTS et jusqu'à quelle date. Puisqu'à chaque fois, vous devez spécifier pour Strict Transport Security le max age. Donc vous mettez max age par exemple et vous donnez une période en secondes qui correspond à la durée maximale à retenir. Et à chaque fois que le navigateur revient, il met à jour sa base de données en spécifiant le max age. Vous voyez qu'on peut rajouter aussi une directive qui s'appelle include subdomain. Include subdomain, ça indique au navigateur que n'importe quel sous-domaine du domaine qui fournit ce header sera en Strict Transport Security lui aussi. Dernière directive qu'on peut rajouter et qui est nécessaire pour le preload, donc pour s'enregistrer sur hstspreload.appspot.com, c'est de le spécifier. Pour mettre en place HSTS,
c'est aussi très facile. Il n'y a pas de modification à faire dans votre application, sauf si elle ne supporte pas de travailler avec HTTPS. Et généralement, c'est assez facile à faire. Vous rajoutez en haut, sur la partie du haut, je fais juste une redirection du port 80 vers le port 443, ce qui est assez classique quand on fait du HTTPS. Et sur la partie du bas, la partie 443, j'ajoute le header Strict Transport Security avec une durée de vie de 1 an. Et on est content. Maintenant, on va passer au vif du sujet. Donc, comme vous vous souvenez, enfin, peut-être vous vous souvenez pas, je vous le rappelle, moi, mon problème, quand j'ai développé mon extension Chrome, c'est que j'injectais une frame et que je l'animais pour faire une barre de progression, je gérais les erreurs avec, et j'avais une erreur qui me disait « Content Security Policy Directive Frames SRC does not allow blablabla ». Qu'est-ce que c'est la Content Security Policy? Alors on va prendre un petit tour en DeLorean, on va faire un retour dans le passé, et on va arriver en 2003. En 2003, c'est le début du Web 2.0. Le Web 2.0, c'est rigolo, c'est marketing, mais c'est un vrai changement de paradigme pour le Web, puisque jusqu'à peu près à cette époque-là, les fournisseurs de contenu étaient les sites Web eux-mêmes. C'est-à-dire que vous alliez sur un site, le New York Times, Le Monde, n'importe quoi, vous alliez consulter du contenu qui était fourni par le site. Mais à cette époque-là, il y a des sites qui sont arrivés et qui étaient complètement différents. Il y a eu eBay, YouTube, MySpace, et ces sites, le contenu qu'ils diffusaient était fourni par les utilisateurs du site. Et ça a changé vraiment la sécurité du web, puisque sont arrivés en vrac des tonnes de XSS, puisque les gens pouvaient rajouter du HTML dans leurs annonces sur eBay, mettre ce qu'ils voulaient sur MySpace. Et il y avait des grosses failles de sécurité dans tous les sens, puisqu'on pouvait exécuter du code chez les utilisateurs clients. Il y a un ingénieur de la Mozilla Foundation, à l'époque, qui a réfléchi et qui s'est dit qu'il faudrait qu'on puisse bloquer par défaut les sources de script, de JavaScript, et les sources de style CSS, pour pouvoir whitelister et qu'un site puisse dire « j'autorise les styles et les scripts depuis telle URL ou tel domaine ». Donc, comme je l'explique ici, voilà. L'idée, c'est de bloquer les XSS. Ça a évolué, et c'est arrivé jusqu'en 2009. 2009, je crois que c'est la première sortie des Content Security Policy. Et ce header permet de définir pour des directives les sources qu'on autorise. Alors, vous le voyez en bas, j'espère que c'est assez grand. Ça se décrit ainsi, Content Security Policy, default, il y a une petite erreur, c'est default source self, voilà, et je définis des directives avec des sources. Un peu plus de détails, donc on voit la liste, par exemple, pour les Content Security Policy niveau 1, donc la première version qui est sortie en 2009. On a différents types de sources, la source par défaut étant la source de fallback si une source n'est pas déclarée. Si je ne déclare pas le média source, par exemple, et que j'ai une demande d'injection de médias dans le DOM, je vais me rabattre sur ce que dit la default source. Et je vais pouvoir ainsi personnaliser, spécifier, whitelister pour chaque type de données ce que je vais autoriser ou non. Enfin, ce que je vais autoriser. Tout le reste sera interdit. Donc on voit qu'on s'attaque au script, au style, aux médias, aux images. Les médias sont les paramètres audio et vidéo. Les frames, mon problème à moi. Les sources de caractères, font SRC, et connect SRC qui touche tout ce qui est requête Ajax, XHR. Si vous allez pouvoir bloquer comme ça tout ce qui est des gens qui voudraient collecter de la donnée et l'envoyer ailleurs. Des trackers, par exemple. Si vous utilisez des trackers, il ne faut pas les oublier. Qu'est-ce que j'ai à ajouter? Ah oui, donc pour chaque source, il y a des directives, enfin il y a des sources un peu spéciales. Il y a 3 sources spéciales. Il y a la source self qui correspond au domaine courant, c'est-à-dire que quel que soit l'endroit où l'application est déployée, je vais pouvoir lui dire tu acceptes le domaine courant, ce qui est pratique. Et pour les balises, enfin pour les sources style et script, je vais pouvoir autoriser ce qu'on appelle le unsafe inline. Le inlining, on ouvre une balise style, on déclare un peu de CSS dedans, ou une balise script, et on va mettre du JavaScript directement dans la page. Et avec unsafe inline, on va pouvoir l'autoriser.
On va pouvoir aussi autoriser tout ce qui est appel à eval, new function, ou des utilisations un peu biscornues de set timeout, set intervalle en JavaScript avec unsafe eval. Un exemple en bas, default source self, script source self, le CDN et le unsafe eval. Ok, un petit rappel encore pareil ici. Le unsafe eval, il y a une petite chose à savoir, c'est que vous pensez peut-être que vous ne l'utilisez pas. Que vous n'utilisez pas eval. Pour autant, il faut connaître un petit mécanisme qui se passe quand vous utilisez jQuery. Si vous utilisez jQuery pour aller chercher du contenu HTML en asynchrone, il y a une requête Ajax, et que vous l'injectez dans votre DOM, si le contenu HTML contient une balise script, donc du JavaScript inline, quand vous allez l'injecter dans le DOM, le JavaScript fonctionne. Si vous aviez un alerte Toto, vous allez avoir un alerte Toto. Ça c'est ce qui se passe quand vous le faites avec jQuery, l'exemple du bas de mon slide. Si vous le faites manuellement à la main avec un inner HTML, document getElementById, inner HTML, le contenu HTML, le JavaScript n'est pas exécuté. Pour ça, en fait, c'est une feature que rajoute jQuery, parce que les utilisateurs s'attendent à ce que ça fonctionne comme ça, alors qu'en fait, pas du tout. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il voit une balise script, il dit « Ah, tiens, il y a un script », il prend le contenu, il l'injecte, et à la fin, il fait un eval de ce qui est à l'intérieur. Ça ne fonctionnera plus si vous n'utilisez pas unsafe eval dans votre directive Content Security Policy script source. Pour tout ce qui est script inline, du coup, il faut utiliser le unsafe inline, donc une illustration de ce que je disais avant, et on peut se retrouver avec des choses comme ça, ce que j'ai mis en bas. Donc à dire, bon, bah, moi j'utilise du jQuery qui injecte, j'utilise des choses en inline, donc je vais autoriser le inline pour le script et les styles. Et là, vous me regardez, vous me dites, bah, c'est bien, t'es gentil, mais on parlait de faille XSS, sauf que là, on ouvre toutes les portes. Donc effectivement, le Content Security Policy niveau 1 de 2009, il était bien, mais si on voulait bloquer les XSS, il ne fallait pas utiliser le unsafe inline, et donc passer tous ces styles CSS, tous les attributs styles qui étaient dans le HTML inline, ou les balises styles qui étaient dedans, tout mettre dans un fichier CSS, donc gros boulot. Et pour le JavaScript, pareil. Ce qui n'était vraiment pas facile pour la mise en place des Content Security Policy. Heureusement, il y a des gens merveilleux qui travaillent sur cette planète au niveau du W3C et qui ont fait en 2014, fin 2014-2015, le Content Security Policy niveau 2. Ça rajoute des directives qui vont nous permettre de whitelister des nouvelles sources. Et surtout, ça rajoute de la cryptographie pour pouvoir autoriser les styles, les scripts en inline en les signant et en les autorisant. Ce sont les différentes directives qui sont rajoutées pour le Content Security Policy niveau 2. Des choses un peu plus pointues, des bases URL, pour ceux qui utilisent des bases URL, des child source. Child source, c'est pour les web workers, donc pour du JavaScript, un peu asynchrone. Du form action, l'attribut action de la balise form en HTML. Et puis les frames ancestor, qui couvrent le même domaine exactement que mon xframe option qu'on a vu tout au début, qui permet de dire qui peut mettre en frame ou en iframe cette application. Et puis les plugins qui permettent d'autoriser ou pas certains plugins, par exemple plugin Flash, les applets Java, ainsi de suite. Donc ça, ce sont les nouvelles directives. Mais je vous parlais aussi de cryptographie. L'idée, c'est de pouvoir définir, de dire ce bloc de style, ce bloc de script, je vais l'autoriser et j'ai deux possibilités, soit l'utilisation de nonce, soit la signature cryptographique. L'utilisation de nonce, c'est pratique en développement. J'ai un script, je lui mets un attribut nonce, une chaîne de caractères aléatoires. Il me semble que la recommandation dit que c'est 16 caractères qui doivent être issus d'une source random, blablabla, base 64 encodée. L'idée, c'est que ça ressemble à peu près à ça. Et je mets dans la liste des sources, je vais mettre ce nonce. Nonce le petite chaîne aléatoire.
Ça, c'est pratique. Le navigateur va voir ça, il va dire « Ah tiens, un balise script, elle a le nonce, hop, ça marche. On m'a dit que c'était bon, ça passe. Si j'ai pas ça, ça passe pas. » Le désavantage de ça, c'est que un attaqueur qui intercepte le trafic et qui voit les content security policy passer peut voir le nonce et donc du coup injecter du contenu directement dans le body et ça match et ça passera. Pour ça, pour éviter ce genre d'attaque, il y a la signature cryptographie. Donc ce qu'on appelle des hashes. Je prends le contenu entre deux balises, donc la balise script ouvrante et la balise script fermante. Je calcule une somme de contrôle, un SHA 256. J'indique dans la content security policy la somme de contrôle qui est autorisée. Le navigateur, à chaque balise, va calculer la somme de contrôle. Si ça match, c'est exécuté, sinon c'est pas exécuté. C'est valable aussi pour les balises de style. On peut faire la même chose. Script source, SHA 256, ainsi de suite. Ça marche, on peut calculer les sommes de contrôle sur trois variantes, 256, 384, 512. C'est assez rapide dans l'ensemble des cas. Je pense que ça doit être 1 milliseconde pour calculer une somme de contrôle sur un pavé moyen. Ça, c'est la couverture des deux niveaux. En haut, on voit les content security policy niveau 1. Aujourd'hui, sur un navigateur à peu près moderne, donc excepté IE8, Opera Midi, c'est bien couvert, c'est très bien couvert, bien pris en charge. Par contre, on voit que le niveau 2, qui nous permet de garder du inline quand on en a besoin, ça ne va pas du tout. C'est couvert par Firefox, Chrome, Safari depuis la toute dernière version qui est sortie il y a quelques semaines, Safari 10. Mais IE, c'est loin, c'est très loin. Et donc, vous pouvez me dire, mais Romain, c'est sympa ça, mais du coup, moi je ne peux pas me passer de mon inline. Si ça ne marche pas sur IE, mes utilisateurs, ils utilisent IE, ça ne pourra pas. Encore une fois, ils sont merveilleux, ces techniciens qui ont écrit la spec. Je peux utiliser le niveau 2 et rajouter unsafe inline dans ma liste de sources à partir du moment où j'ai une signature cryptographique. Si vous avez une content security policy qui déclare une liste de sources de script, qu'elle a unsafe inline, mais aussi des signatures cryptographiques, alors là, le navigateur va dire « Ok, il me donne de la crypto, le unsafe inline, ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas de crypto. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de crypto, je n'exécuterai pas. » Sur un navigateur ancien, type IE, qui ne comprend pas le content security policy, lui, il va voir de la crypto, il ne comprend pas ce que c'est, donc il bypass. Il voit unsafe inline, il dit « Ah, bah c'est bon, j'autorise. » Du coup, vous allez pouvoir avoir une mitigée, avoir quelque chose de progressif, un announcement de sécurité progressif. Sur les navigateurs récents, il y aura la crypto qui va fonctionner. Vos utilisateurs seront protégés. Sur les navigateurs plus anciens, tout ce qui est source extérieure de CDN, vous allez pouvoir couvrir. Par contre, le inline ne sera pas couvert. Vous allez l'autoriser de facto. C'est ce que je résume dans cette slide. C'est que vous pouvez utiliser la crypto niveau 2 partout en rajoutant unsafe inline. Ce sera discard. Mais un navigateur qui comprend, voilà, et un navigateur niveau 1 qui ne le comprend pas, il exécutera. Donc c'est progressif, c'est pratique, ça vous permet de monter. L'idée, c'est pas de bloquer les utilisateurs, il faut que le site continue de fonctionner, mais il faut que les utilisateurs qui ont les moyens de se protéger soient protégés. On aime bien les mignons, donc on en a mis partout. Des bananes, ouais, trop cool. Maintenant, dans la vraie vie, qu'est-ce que ça donne les content security policy dans la vraie vie? Parce que là, c'est bien beau, mais ça a l'air d'être quand même pas mal de boulot de lister tout ce qu'on charge. On doit avoir des faux positifs. Comment je contrôle mes faux positifs? Enfin, comment je sais que mon site fonctionne bien avec toutes les directives de sécurité que j'ai mis? Un site, c'est assez gros, c'est pas facile de voir que, par exemple, une image ne se charge pas. Si c'est une petite image qui vient d'un domaine qu'on utilise une image à une petite icône, on peut vite passer à côté et ne pas s'en rendre compte. Autre chose, vous avez une application sur laquelle vous travaillez au quotidien, que vous maintenez. Faire une transition progressive, ça pourrait paraître peu évident.
Alors pour commencer, pour les utilisateurs qui font du PHP, je ne sais pas si vous faites du Symfony, du Zend, du Laravel ou autre chose, ou des frameworks custom. Si jamais vous faites si vous utilisez Composer et Symfony, il y a un NMIO Security Bundle. Pour les utilisateurs Ruby, je ne sais pas s'il y en a, il y a Twitter qui a une lib qui s'appelle Twitter Secure Headers. NMIO Security Bundle est très inspiré de Twitter Secure Headers. Et vous avez tout un tas de librairies. Il me semble que Paragony, les experts sécurité multilangage, ont aussi leur lib qui permettent de faire du content security policy. Et ils fournissent tous des configurations qui vont vous permettre de déclarer pour chaque directive vos listes de sources. Sur le NMIO Security Bundle, il y a aussi la possibilité d'avoir une intégration avec Twig, par exemple, qui va vous calculer la somme de contrôle des balises de script, des balises de style, injecter automatiquement ça dans les headers HTTP. Bref, il y a plein d'outils pour faire ça. Donc, côté prise en main, je pense que vous trouverez assez facilement, quel que soit le langage, une manière de mettre en œuvre les content security policy dans votre application. Là, par exemple, on voit une configuration NMIO Security Bundle. Et si vous regardez tout en bas, la dernière ligne, il y a ce qu'on appelle le report URI. Alors ça, on n'en a pas parlé encore. C'est super pratique. Et c'est ce qui va vous permettre de migrer progressivement une application vers des règles de content security policy très strictes et protéger vos utilisateurs. L'idée, c'est que vous allez mettre en place des règles avec des listes de sources autorisées, et vous allez dire au navigateur qui prend en charge ces règles, à chaque fois qu'il y a une violation, chaque fois qu'il y a une erreur, tu m'envoies un message sur cette report URI. Cette report URI, ça peut être un domaine externe, mais ça peut être aussi être là, comme ici, par exemple, un pass relatif, enfin absolument relatif au site en question. Vous pouvez aussi, et là c'est là que c'est le Saint Graal pour pouvoir mettre ça en place, mettre un header Content Security Policy Report Only. Donc vous allez mettre en place vos règles, les diffuser sur votre site web avec le header Content Security Policy Report Only. Les règles vont être simulées, mais pas appliquées. Donc s'il y a quelque chose qui bloque, l'utilisateur n'en pâtit pas. Par contre, vous recevez une alerte. Et l'alerte, c'est un payload JSON qui vous est envoyé, qui vous dit sur telle page, un utilisateur a rencontré une erreur sur cette directive, il y avait telle règle qui a été donnée et l'utilisateur voulait accéder à cette ressource. Donc vous allez pouvoir comme ça collecter des données sur tout ce qui se passe sur votre application. Et itérer. Une fois que vous avez affiné vos règles au fur et à mesure, vous allez pouvoir les passer en prod et garder exactement, mais vraiment exactement les mêmes règles entre ce header-là et le header Content Security Policy et continuer bien sûr à utiliser votre report URI pour pouvoir continuer à collecter les erreurs parce qu'on va faire des déploiements et voilà. Donc pour mettre en place des Content Security Policy, nous chez Blackfire, parce que du coup comme on a découvert ça, on les a mis en place, je crois qu'il nous a fallu 3-4 mois pour avoir quelque chose d'à peu près utilisable par les utilisateurs. Je vous ai mis sur le slide d'après ce à quoi ressemble un payload. Bon, il manque la fin, hein, mais voilà. Donc ça dépend des navigateurs. Il y a certains navigateurs qui vont vous donner des informations très, très précises, comme la ligne, la colonne du script qui a demandé l'accès. Je vous ai mis un petit slide juste après. Je vais aller assez vite parce qu'il me reste peu de temps apparemment. Sur l'utilisation avec Angular. Angular fait des détections de Content Security Policy. Si vous ne lui dites pas via une directive NGCSP, si vous utilisez, il va vous déclencher des erreurs de sécurité. Pour autant, Angular va fonctionner très bien. Si vous voulez faire passer ces messages de détection, qui sont en fait juste des petites détections de features, vous utilisez NGCSP. Maintenant, vous allez pouvoir me demander, ok, très bien, j'ai mis en place tout ça, est-ce que mon site web il est sécurisé? Je vous répondrai non, parce que déjà, vos utilisateurs, vous ne maîtrisez pas, vous avez beau les protéger, vous ne maîtrisez pas du tout ce qu'ils ont comme extension de navigateur. Une extension de navigateur, après en avoir écrit une, je me rends compte que je peux collecter tout ce qui se passe,
tout le trafic HTTP, HTTPS sur l'ensemble des sites ouverts par un utilisateur. Faut faire très attention à ça. Informez vos mamies, vos parents, vos cousins, vos frères, vos sœurs, vos amis, tout le monde. Faites attention. Faut faire attention quand on installe une extension de navigateur. Ensuite, deuxième point, faites très attention si vous utilisez des trackers, Google Analytics, Intercom, ainsi de suite. Vous-même, quand vous naviguez sur un site web, sur le site de votre banque, faites attention à bien bloquer les trackers, parce que généralement, les gens ne font pas attention, les développeurs, et laissent les trackers actifs, alors que vous utilisez des identifiants qui vous permettent d'accéder à une zone sécurisée. Il faut faire très attention. Je sais que le LCL, par exemple, jusqu'il y a encore pas longtemps, mettait du Google Analytics. Si Google Analytics est corrompu, si quelqu'un prend la main dessus, il peut collecter toutes les données, savoir qui s'identifie sur le LCL, et en plus savoir les identifiants mot de passe. Pas terrible. Pire que ça, comme je vous le disais, plus largement, n'importe quel CDN peut être compromis. Vous chargez du JavaScript depuis CDN.js, ainsi de suite, ça peut être compromis. Fin du monde. Du coup, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu, il y a 2 ans, une attaque sur GitHub qui a duré à peu près une semaine. Elle s'appelait le Great Canaan Attack. L'idée, c'est que n'importe quel utilisateur qui essayait d'accéder à Baidu.com, le Google chinois, recevait, en plus de la réponse HTTP qui lui donnait la page web, du JavaScript qui tournait en boucle et qui faisait des requêtes sur GitHub. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des millions d'utilisateurs, des millions, des dizaines, centaines de millions, qui envoyaient des requêtes à GitHub pour rien, juste parce qu'il y avait l'ISP, le firewall entrant à la Chine, le fournisseur d'accès, qui rajoutait ça. C'était une attaque gouvernementale. Ok, c'était la fin du monde. Mais non, en fait, c'est pas vraiment la fin du monde, parce que juste après ça, GitHub ont bossé avec des mecs du W3C, et ils ont dit, faut trouver une solution. Et donc, ils ont fait Sub-Resource Integrity. L'idée, c'est, pour chaque balise script, chaque balise style que je vais charger, je vais pouvoir donner une somme de contrôle qu'on voit en bas, integrity égale SHA-256. Le navigateur va récupérer sur le CDN la ressource, faire une somme de contrôle, vérifier que ça matche bien, et bloquer si jamais ça ne matche pas. Ça aurait bloqué l'attaque du Great Canaan Attack à l'époque. C'est couvert partout, sauf sur IE et Safari. Safari, normalement, ce sera dans Safari 11. Et avec ça, on a un web plus sûr. Comme on le voit ici, en fait, c'est pas la fin du monde, puisqu'il y a Sub-Resource Integrity. Et il y a même un bonus big bisou avec le public key pinning. Alors, le public key pinning, comme j'ai vraiment pas beaucoup de temps, je vais aller très vite. L'idée, c'est de pouvoir se prémunir de la compromission d'autorités de certification. Imaginez, vous avez votre certificat pour votre domaine acheté qui est signé par une autorité de certification qui vous donne le petit cadenas vert. Et s'il y a un employé malveillant qui dit j'en ai marre de mon employeur et qui se met à générer du google.com, vous allez pouvoir avoir des petits cadenas verts google.com sur des sites tenus par des hackers. L'idée du public key pinning, c'est de se prémunir de ce genre d'attaque. Mais par contre, vous verrez que c'est buggé. Si ça vous intéresse, en bas à droite, il y a un petit lien du site qualys.com qui dit « Is public key pinning dead ?» Très intéressant. Comme j'ai pas beaucoup de temps, j'ai encore plein de choses à vous dire. Je passe vite là-dessus. L'idée de retenir du public key pinning, c'est qu'il y a des gens qui travaillent sur la chaîne de confiance pour éviter justement d'avoir des usurpations d'identité, quand bien même on est sur HTTPS, parce que c'est possible. Et on est heureux, il y a des petits lapins. Je vous ai mis plein de ressources sur tout ce que j'ai raconté sur mes slides, que je mettrai en ligne à la fin. Plein de choses, notamment des articles de Dropbox qui expliquent comment ils ont mis les Content Security Policy en ligne progressivement, quels outils ils ont utilisés pour collecter les données, toutes les violations, ce que je vous parlais, des JSON qu'on reçoit, comment on fait pour les traiter, parce que c'est bien beau de les collecter, mais il faut les traiter après. Plein de choses, du GitHub Engineering, des RFC, des recommandations W3C. Et petit bonus,
un site qui s'appelle securityheaders.io, qui est pratique, qui fait le job, qui regarde les headers d'un site web que vous soumettez et qui vous donne un grade. En l'occurrence, là, c'est un grade A, qui dit il n'y a pas de public key pinning. Un autre bonus, reportuary.io, qui peut vous servir pour collecter toutes les données. Donc, vous en servez comme reportuary pour connecter toutes les violations de Content Security Policy sur votre site. Ça vous fait des graphes. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit quand on collecte des violations parce qu'il y a toutes les extensions de navigateurs qui vont chercher des choses à droite à gauche et qui polluent vos logs. Et l'idée, ce serait de trouver un système qui permette d'enlever le bruit. Le problème de ce site-là, c'est qu'il est fermé propriétaire. Et voilà. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de solution. Nous, ce qu'on implémente, c'est qu'on balance tout chez Sentry, getsentry.com. Via un logger monologue compatible PSR pour les gens qui font du PHP. J'espère que vous comprenez ce que je dis. L'idée, c'est qu'on utilise ce service de log pour collecter toutes les violations et on a entre les deux un filtre qu'on écrit à la main. On me dit d'arrêter. Mais j'ai un dernier bonus, Modia Observatory, qui est vraiment, par contre, lui, la référence. Je vous conseille vraiment d'aller voir ça. Ça fait quelques semaines que c'est en ligne, quelques mois. C'est complètement open source, vous pouvez contribuer. Ça vous donne plein de résultats sur un site que vous scannez. Toutes les headers de sécurité et compagnie. Et ça utilise même d'autres sites comme Security Headers pour faire un rapport. Merci. Et puis, si vous avez des questions, je suis là. Je ne sais pas si on a le temps tout de suite. Merci. Donc, on me fait signe, j'ai droit à une question. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. Non ? Mais en tout cas, si vous en avez, n'hésitez pas à venir me voir pendant... Ah, si, j'en ai une là. Dans le cas de la crypto pour les CSP, c'est mieux d'ajouter le hash du script entier que la nonce. J'arrive pas à voir. Qu'est-ce qui contrôle ce hash et qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas injecter un contenu. Alors le hash, il est généré directement en calculant la somme de contrôle de ce qui se passe, de ce qu'il y a entre les balises, entre la fin de la balise ouvrante. Ça va. Ok. Si j'utilise un nonce, le nonce il est arbitraire. Il est généré comme on veut. Si je veux dire salut Romain, je mets salut Romain comme nonce. Non, en fait, le nonce, on peut le lire dans les headers de la page. Exactement. Mais comment on peut pas finalement... Un proxy, imagine un proxy. Oui. Tu as un proxy par lequel passent les requêtes. Tu vois la requête arriver, tu vois les Content Security Policy, tu dis ah tiens, il autorise ce nonce là, et ton proxy, il voit le contenu HTML qui défile, il va pouvoir injecter très facilement une balise script en lui rajoutant le nonce. Tu vas me dire, oui, si tu sais d'avance que tu vas injecter, tu vas pouvoir aussi injecter dans le header. Eh bien là, c'est une colle. Je sais que c'est marqué dans la recommandation. La recommandation dit n'utilisez pas le nonce, n'utilisez le nonce que pour du dev. Je suis bêtement les recommandations. Merci. Je vous en prie.